Alors, pour cette dernière table ronde de la journée, une table ronde de 100% droit d'enfance, on est très corporate aujourd'hui, pour parler un peu des questions du terrain, de l'accompagnement. On a vu que la question de la fratrie depuis ce matin a été tordue dans tous les sens. On voit combien c'est subtil, combien on ne peut pas résumer à la question réunir ou séparer, combien on doit faire la distinction entre le lien et la relation. C'est ce que proposent nos intervenants de cet après-midi, c'est de parler en fait en direct du terrain, l'épreuve du réel, comment ça se passe avec la question des fratries. Notre président rappelait ce matin que droit d'enfance n'avait pas attendu le législateur pour être convaincu de ce travail nécessaire auprès des fratries. Il y a des projets structurants qui vont vous être présentés autour de l'accompagnement de ces enfants et de ces familles et toutes les questions que ça suscite, parce qu'il y a des projets structurants qui répondent à des besoins repérés et identifiés au préalable, et puis il y a tout ce qu'on doit faire comme pas de côté au quotidien, comme tout ce qu'on doit inventer pour traiter toutes ces questions-là. Donc, on aura donc Sidney Sadowski, psychologue à Cap-Alésia et au service de placement à domicile du 93. Thibaut Favre, chef de service de la MEX du 93. Donc, nous aurons, pour partager avec nous quand vous voudrez, Monsieur Delmar. Et puis Claire-Marie Malapert, qui est chef de service du placement familial et de la maison d'accueil familial du site d'Elancourt. Voilà, on commence rapidement. C'est Sidney qui va ouvrir cette table ronde avec enthousiasme et assurance. Oui, bon. Bonjour à tous. Bon, déjà, je me présente. Je suis Sidney Sadowski. Je travaille à Cap-Alésia, qui est donc un service parisien de visite médiatisée et de travail familial. Donc pour des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, voilà, où on fait un travail thérapeutique centré autour du lien parent-enfant. Et bon, du coup, enfin, je dirais pour être dans le thème aujourd'hui autour des liens familiaux, parce qu'il y a aussi les liens fraternels qui sont importants dans ces temps partagés. Alors peut-être pour dire deux mots rapidement sur les différentes façons qu'on a d'accompagner les fratries. Il y a les fratries qui sont au complet dans les visites médiatisées avec un ou les deux parents. Il y a parfois des fratries qui sont en petits groupes, ou en tout cas parfois seuls, un frère, une sœur qui seul avec un ou deux parents. Et puis aussi dans certaines situations, des fratries seules. Alors parce que on nous demande de faire des visites médiatisées avec des fratries qui n'ont pas la possibilité de se voir dans un autre cadre. Et puis aussi parce que des fois, quand par exemple des visites médiatisées sont suspendues le temps, voilà, un certain temps, on peut estimer important avec les partenaires que ce travail de fratrie puisse être maintenu. Et donc dans ce cadre-là, on peut être amené à continuer à voir les fratries sans leurs parents. Voilà. Puis aussi, je travaille aussi au SPAD, qui est le service de placement à domicile du 93, effectivement, où nous sommes amenés à accompagner des fratries au domicile. Alors parfois, il y a des mandats pour un seul enfant dans une famille, alors qu'il y a plusieurs frères et sœurs, et c'est une situation qui est parfois un peu inconfortable, dans la mesure où quand on intervient au domicile, voilà, c'est plus, je dirais, il y a quelque chose de plus fluide et souvent de plus intéressant à pouvoir travailler avec la fratrie au complet. Voilà. Concernant la Seine-Saint-Denis, en fait, en partant de la MEX d'Aulnay qui a été ouverte en 1950 et qui propose un accueil plutôt traditionnel, nous avons opéré une évolution dans le sens notamment de la loi Taquet qui réaffirme l'accueil des fratries ensemble, sauf si cela pourrait leur nuire. On en a parlé déjà plusieurs fois ce matin. C'est un peu dans cet esprit, en prenant en compte l'importance de maintenir les fratries réunies et en même temps en n'omettant pas que leur réunion pourrait leur être néfaste, que nous avons pensé l'évolution de notre projet de service. Ainsi, en 2024, une deuxième unité, l'unité de Bobigny, a ouvert ses portes, proposant 12 places pour accueillir les fratries de 4 à 18 ans. Pour compléter ce pôle fratrie, une troisième unité ouvrira ses portes courant 2025, qui accueillera, elle, plutôt les 4-10 ans.
Nous aurons ainsi dans un périmètre réduit 3 unités permettant soit d'accueillir les fratries sous le même toit, ou bien, si la situation le commande, sur des unités distinctes pour un temps qui pourra être court ou plus long. Et ça sera selon l'évaluation permanente qui sera faite selon les besoins de chaque enfant. Dans ce cas de figure, plutôt que d'être séparés, les enfants seront plutôt mis à distance les uns des autres de manière provisoire avec des réévaluations régulières. L'avantage de faire partie du même établissement permet de moduler sans contrainte cette distance et de mettre au travail les liens fraternels en partant des besoins des enfants et non plus des contraintes de l'institution. Claire-Marie Malapert, donc chef de service sur un placement familial qui compte 21 assistantes familiales pour 31 enfants. Et 2 maisons d'accueil familiales qui ont été créées au départ pour répondre à la difficulté de recruter des assistantes familiales et qui, en tout cas, voulaient aussi pouvoir accueillir des enfants qui, pour des grosses fratries de 2, 3, 4, 5 enfants, ne pouvaient pas forcément être accueillis sur des familles d'accueil, alors que l'orientation de l'accueil familial était plutôt préconisée. Donc ces 2 maisons d'accueil familial ont été créées pour la première 2021 et la deuxième 2022. Aujourd'hui, on accueille 4 fratries, 3 dont les enfants ont vécu l'événement de placement ensemble et donc vivent ensemble. Et pour l'autre, qui a permis en fait par le biais de la MAF de vivre ensemble. Et qui nous a d'ailleurs amené à bouger un peu les lignes, puisque on avait une habilitation pour du 3-18 et que réunir cette fratrie nous demandait en tout cas d'avoir une dérogation pour un petit de 18 mois. Donc on l'a fait pour justement permettre à la fratrie de se réunir et de leur permettre de vivre cette expérience fraternelle dans le quotidien d'une MAF. On va après avoir parlé un peu, présenter les projets un peu structurants comme réponse ou tentative de réponse à la question, une partie des questions sur les fratries. On va un peu, là, par thème, et c'est Sidney à chaque fois qui lancera un peu l'idée, où je l'aiderai, aborder un peu la question de ce que ce lien fraternel qui a été abordé ce matin, ce qu'on en pense, comment on le considère et quelle expérience on peut avoir en illustrant aussi avec certaines situations. De ma place, travaillant à Capalésia, il y a vraiment la question du prendre soin des liens qui est centrale. Et j'ai un peu envie de partager une réaction par rapport un peu à ce qui a pu se dire ce matin. J'ai parfois entendu le vocabulaire de la toxicité, de la contamination quand on parle de la question des liens. Alors bon, on voit bien de quelle réalité à quelle réalité on fait référence avec ces mots-là. Néanmoins, j'ai quand même envie de souligner le fait que le lien, c'est quand même aussi un immense potentiel. C'est un potentiel d'une part parce que c'est une mémoire partagée, c'est quelque chose qui a une valeur. Alors il y avait aussi, alors je ne me rappelle plus du nom de l'intervenant, qui faisait peut-être référence à Maurice Berger, c'était pas sûr, en disant que le lien n'a pas une valeur en soi. Moi, il me semble que le lien, il est très précieux et il a une valeur en soi. Et justement, on a une responsabilité à en prendre soin et à pouvoir l'accompagner au mieux de ses possibles, de ce qui s'y passe, et aussi parce que, alors peut-être que c'est un point qu'on aura la possibilité d'approfondir un peu plus, parce qu'il me semble que c'est aussi un espace, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, un espace où il peut y avoir un potentiel de subjectivation qui est très important. Alors, subjectivation, moi j'aurais envie de le rattacher à ce que Madame Courret disait ce matin, c'est-à-dire finalement une possibilité d'assouplir les représentations, les croyances et les mécanismes de défense de tout un chacun. Il me semble que dans le lien, dans l'histoire qu'a le lien
pour chaque enfant qu'on accompagne avec ses proches, avec sa famille. Il y a quelque chose qui est en germe, il y a une forme de potentiel et qu'il est important d'en prendre soin. Voilà. Dans la notion de prendre soin, c'est vrai qu'en échangeant beaucoup avec nos collègues, on était plutôt sur l'idée de dire que prendre soin, c'était aussi ajuster et ajuster sans cesse nos dispositifs. C'est vrai que sur les maisons d'accueil familiales, parce que c'est un dispositif à part entière du placement familial, enfin en tout cas de l'accueil familial, il nous est souvent arrivé justement pour permettre le lien, mais aussi pouvoir penser la relation, de réfléchir à comment dans une fratrie prise par des mouvements en lien avec le vécu traumatique, avec l'histoire familiale, comment on pouvait aussi permettre à un des membres de cette fratrie de pouvoir souffler. Donc ça nous a demandé aussi beaucoup d'ajustements et on a aussi pu penser ce qu'on appelle nous aussi l'accueil répit, c'est-à-dire permettre aussi à un membre de la famille, à un membre de la fratrie, pardon, de pouvoir souffler de la charge et de l'héritage inconscient même du poids des responsabilités parentales sur sa fratrie et de pouvoir aller vivre une autre expérience sans être forcément séparés. Donc on a aussi permis ce va-et-vient entre la MAF et le placement familial où lorsque l'enfant est éprouvé et a besoin de prendre un tout petit peu plus de distance, on lui permet de pouvoir s'échapper quelques temps en restant en lien parce que les permanents lieux de vie qui accompagnent les enfants donc au quotidien sont là pour continuer d'être en lien, continuer de soutenir cette relation pour que chacun individuellement puisse retrouver cette place. Et c'est bien cette question qu'on abordait de nombreuses fois, à savoir voilà, quelle est la place de chacun, comment en tant que professionnel au quotidien on vient soutenir la place et les rôles de chacun, comment on vient observer la relation, comment on vient penser les plaies, penser les symptômes et les aider à juste être en lien. Sur l'enjeu de la fratrie, d'une manière générale, c'est effectivement de bien cibler le fait que on a une tendance forte de travailler dans la verticalité, la relation parent-enfant. On travaille beaucoup moins à l'horizontale sur la relation frères et sœurs. Et on a tendance aussi beaucoup à être sur une décision pour la famille. On réfléchit un peu en bloc. Voilà, sur les décisions. La question de l'évaluation du parcours individuel, elle est quand même essentielle dans les parcours pour bien distinguer aussi comment on va accompagner chacun et vers quelle orientation, pas forcément de façon identique à son frère ou sa sœur. Et ça, c'est une notion assez importante. Ça veut dire que ça amène les services à travailler de façon dans une démarche évaluative permanente pour que il n'y ait pas d'interdépendance entre le sort qui est réservé à un enfant avec celui de son frère ou de sa sœur. On a pu connaître ça, nous, dans certaines situations, avec la question de cette place. Est-ce que si mon frère rentre, est-ce que moi, j'ai le droit de rester ? Et cette question de la place, elle est essentielle parce qu'on réfléchit parfois trop en positionnement un peu systématique, en fonctionnement familial, et on oublie parfois de travailler cette distinction entre les parents et la fratrie. Et ça, c'est un enjeu qui est quand même assez important pour penser à l'intérêt justement supérieur, si on est encore plus fort, de l'enfant. Je crois qu'il faut être effectivement vigilant parce que souvent on a tendance effectivement de manière un petit peu globale à considérer la fratrie. On le voit sur l'AMEX. L'évolution des mentalités, elle doit se faire aussi avec les partenaires, elle doit se faire avec les parents, elle doit se faire avec les enfants, elle doit se faire avec les professionnels. Il est récurrent que les référents ASE, lors de synthèse, on évoque la situation de la fratrie, et puis on commence à évoquer la situation de chacun. Alors qu'il y a les frères et sœurs qui sont présents.
Et je crois que c'est important aussi de rappeler que, certes, il y a ce noyau qui est important de considérer. Il y a des dynamiques, des interactions qui sont importantes à évoquer auprès des parents de manière globale. Mais il faut aussi découper ce type d'entretien et permettre finalement les échanges avec chacun des membres de la fratrie en individuel. Et ça, nous, quand on l'évoque, quand on insiste sur ce souhait, très régulièrement, on a une petite réaction de surprise du partenaire qui est un peu décontenancé, qui dit « Ah bon, mais pourquoi ?» Et finalement, bon, une fois que la personne a évolué un petit peu, a pris un petit peu de distance avec sa propre projection, on accorde aussi une attention, une écoute différente auprès des enfants. Peut-être pour rebondir sur un peu ce qui a été dit, et puis aussi en filigrane la question de l'évaluation. Moi, je pensais à une situation qu'on connaît, Thibaut et moi, parce que moi, c'est une famille qu'on a accompagnée, alors pour le coup, c'était au SPAD, et c'est une situation qui a débouché sur un placement et d'une fratrie de 3, et ces 3 enfants sont aujourd'hui à l'annexe où Thibaut est chef de service. Et c'est vrai que moi, je me rappelle au moment où la question du placement se posait pour ces enfants, qui avaient quand même été très exposés à la question des négligences, avec une mère qui présentait vraiment des troubles dépressifs importants, et qui a elle-même pu verbaliser qu'elle n'avait pas toujours pu leur donner tout le versant affectif dont ils avaient besoin, et puis un père qui était très absent. On a vu à quel point la fratrie dans cette famille-là, ça avait été une ressource. Ils se sont vraiment appuyés l'un sur l'autre. En plus, les âges étaient il n'y avait pas beaucoup d'écart d'âge, et donc il y avait vraiment quelque chose d'une forme de solidarité fraternelle très forte qui leur avait permis comme ça de se construire et en tout cas ce qu'on observait, traverser les difficultés, les négligences. Et donc c'est vrai que quand on a pensé placement, on s'est dit mais il faut absolument qu'ils restent ensemble. Et du coup, quand on les a adressés au foyer, ils sont arrivés ensemble. Ils sont effectivement arrivés ensemble, ce qui était plein de sens. Donc on avait une dérogation pour le plus jeune, qui avait 10 ans, alors que bon, en théorie, on devrait accueillir les enfants à partir de 11. Et c'est vrai que face à ce choc qui a été le placement pour eux, les secousses qui ont été générées, finalement, l'unité de cette fratrie a permis d'appréhender un petit peu mieux cette secousse-là, d'en absorber une partie. Et justement, l'idée d'être réunis, de pouvoir faire corps, de pouvoir compter les uns sur les autres, ça leur a permis de traverser ce moment difficile. Et puis le temps a passé. Et le faire corps contre la difficulté, petit à petit, s'est transformé. C'est devenu faire corps contre les difficultés. Et puis c'est devenu faire corps contre les professionnels, et puis faire corps contre les autres jeunes accueillis, et puis faire corps contre le monde entier. Donc finalement, le bénéfice qu'ils ont eu à un certain moment à pouvoir être réunis, à pouvoir être soudés, finalement cette soudure ne leur a plus permis de s'individuer. Et ça a mis en difficulté à la fois leur propre accompagnement, leur relation envers les autres, leur relation envers les professionnels. Ça nous a mis en difficulté, clairement.
Et si on avait vécu cet accompagnement au moment présent, là, aujourd'hui, avec l'ouverture, du coup, avec ce pôle mec, ce pôle fratrie qui est créé, on aurait pu avoir cette vigilance, on aurait pu justement proposer extraire à un moment donné un ou deux des membres de la fratrie au moment où ça commençait à basculer, pour pouvoir leur permettre de continuer à évoluer à la fois de manière individuelle, tout en conservant la possibilité de se réunir régulièrement, puisque faisant partie du même établissement. Et c'est vrai que quand on se refaisait le film, un petit peu entre guillemets, de cet accompagnement, on se disait quand même, mais la fratrie, c'est vraiment une entité qui évolue, qui change. Et c'est vraiment important, je pense, de le prendre en compte, le fait qu'une fratrie peut être ressource à un moment, et puis aussi face à certaines épreuves, et à d'autres moments, finalement, aucune fratrie ne peut faire l'économie de la séparation, d'une certaine expérience de la séparation, une séparation psychique. Et au risque justement que ce qui faisait leur force se retourne et soit finalement délétère et les empêche de pouvoir ensuite entrer en lien avec l'autre, avec les autres. Et voilà, et ça nous semblait vraiment, ça nous est ressorti vraiment cette idée que c'est une entité qui bouge. Et enfin voilà. Ouais. Et qu'on doit prendre en considération, effectivement, avec des évaluations permanente, comme ça a été dit, effectivement, tout au long de la matinée, la question de l'évaluation, la question de la vigilance et de ne pas rester ancré dans quelque chose de définitif. Monsieur Delmar. Alors, j'imagine que quand on écoute tous ces propos très intéressants, forcément, il y a tellement de situations individuelles et il y a tellement de situations qui viennent contredire ce qu'on est en train de dire que ça peut être complexe. Néanmoins, je suis d'accord avec certaines choses et je ne suis pas d'accord. C'est ça la démocratie, c'est de pouvoir discuter avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. C'est bien. Mais dire souvent on considère les fratries, non, c'est faux. C'est faux, puisque statistiquement, la très très grande majorité des fratries ne le sont pas confiées, ne le sont pas ensemble, et que c'est un droit. Donc de toute façon, on ne peut pas comme ça, de manière idéologique, dire non, on considère trop les fratries. Par contre, ce qui est sûr, c'est comme on manque de lieux où, dans un primo-accueil, on pourrait accueillir les fratries, on manque, et là je suis tout à fait d'accord, de lieux d'évaluation, de liens, de l'expérimentation, de la séparation, d'autant plus que vous pouvez avoir des écarts d'âge très récents. Moi, j'ai des situations, enfin, on en a tous. Moi, j'ai une situation, par exemple, d'un ado confié accueilli avec sa famille, avec ses deux frères et sœurs dans sa famille d'accueil. Un ado un peu turbulent. Et cet ado, bien forcément, met à mal son lieu de placement. Donc, forcément, je ne sais plus dans les instructions je ne sais plus pour qui il devient emmerdant, en fond, pour la famille d'accueil ou pour ses frères et sœurs. Ce que je sais, c'est qu'en plus, il est suivi par la PJJ. Et qu'au moment où on va lui trouver un autre lieu de placement, eh bien, on va conditionner ses droits de visite ou d'hébergement avec ses frères et sœurs à ses comportements. J'attire juste l'attention. Quand on a fait, et d'ailleurs, Droits d'enfance est un partenaire du Défenseur des droits, puisque vous participez régulièrement à la consultation, et maintenant, il n'y a plus, depuis que je suis Défenseur des enfants, avec Claire Hédon, on a décidé qu'il n'y aurait plus aucun rapport que nous rédigeons et que nous remettons au Président de la République qui ne soit pas écrit sans les enfants. Et on a 4000 enfants l'année dernière qui ont participé à notre rapport, des enfants à l'école, en conseils municipaux d'enfants, des enfants dans l'éducation populaire, les Francas, les PEP, des enfants confiés à l'ASE, des enfants en situation de handicap. On est allé aussi dans 6 EPM et quartiers pour mineurs, donc des jeunes incarcérés. Et quand on a fait notre rapport sur le droit à la vie privée, vous savez, l'idée que vous et moi, heureusement, on n'a pas découvert notre vie privée à 18 ans quand même. Et bien, quand on écoute les enfants confiés, c'est hyper intéressant. Monsieur le Défenseur des enfants, est-ce que vous pourriez rappeler aux éducateurs qui viennent travailler chez nous que le lieu d'un enfant confié, c'est son domicile au niveau légal? C'est-à-dire que tous les jours, on vient. Alors, effectivement, moi j'ai des situations, je sais bien que c'est compliqué. Alors,
je vais prendre la précaution pour ne pas me faire lyncher, de dire que j'ai été éducateur spécialisé au siècle dernier, chef de service et directeur de foyer de l'enfance. Donc, je connais un petit peu, d'ailleurs je vois des anciens collègues de foyer de l'enfance qui sont là. Mais des enfants qui me disent « mais moi je ne pouvais pas voir à mes frères et sœurs parce qu'il fallait que j'écrive en 3 exemplaires. C'est-à-dire qu'il fallait que je traverse la cour. » Comment on pense l'accueil d'un enfant aujourd'hui en protection de l'enfance? Tous ces enfants, ces milliers d'enfants qui aujourd'hui, vous savez, vous avez des ados sans doute à la maison. Le propre d'un ado de 16 ans ou de 17 ans, c'est de vous dire à 19h qu'il part à 19h05 voir ses potes. Eh bien à l'ASE, non. Il faut écrire 3 semaines avant. Il faut attendre que le référent ASE ait dit oui, même si c'est quand même un acte usuel quand même. Et donc, parfois, on a ces ados qui vivent mal parce que c'est forcément éloigné de ce lieu de résidence et de domicile. Donc, il faut bien comprendre qu'une fratrie dans un établissement, majoritairement, elle s'imprime dans cette ambiance-là. Donc forcément, et puis il peut y avoir des tensions, on peut être mal reçu, un jeune peut aussi mal demander, mais on peut arriver et dire non, c'est pas l'heure pour venir voir tes frères et sœurs. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui fait fratrie est empêché de faire fratrie. Ça veut dire qu'à un moment donné, je prends la précaution de dire que les situations sont toutes individuelles, mais on ne sait plus au fond si la fratrie, elle ne peut plus être maintenue pour l'institution, les adultes, ou pour les enfants eux-mêmes. Et donc la question du lien me paraît fondamentale. C'est ce grand ado qui était suivi par la PJJ, quand il était avec ses frères et sœurs, apparemment ça se passait bien. Alors on pouvait dire que c'est un modèle, voilà. Mais bon, dans ces cas-là, il faudrait séparer beaucoup d'entre nous qui n'avons pas été confiés au sein de nos familles. C'est-à-dire c'est pour ça qu'il y a là aussi, à mon avis, un changement de paradigme culturel. Il faut adapter les institutions à l'accueil des enfants, d'abord séparément, pour pouvoir effectivement. Mais tant qu'on n'aura pas de lieux suffisamment nombreux pour accueillir les fratries, on ne pourra pas procéder autre souvent que par défaut, par l'évaluation que vous demandez. C'est une réalité. Donc il faut créer des services. En tout cas, je dirais qu'il est important de pouvoir aussi différencier le projet de la fratrie du projet individuel de chaque enfant. On a, sur le cas des maisons d'accueil familial, plusieurs fois dû réfléchir avec nos partenaires de l'aide sociale à l'enfance sur réunir ou maintenir séparés. On a effectivement une fratrie de 5 enfants, dont les 3 sont chez nous sur la maison d'accueil familial et 2 petits, chacun en famille d'accueil. Et je donne cet exemple parce qu'il est très évocateur et on était pendant 1 heure à écouter le service gardien nous dire à quel point le lien d'attachement était fait et établi entre l'enfant et sa famille d'accueil. Et à la fin de cet échange, il nous demande de réunir la fratrie. Et donc, moi et mon collègue étions assez prostrés en se disant, mais vous venez de nous décrire en 1 heure à quel point le lien d'attachement est établi entre ces enfants et qu'on répond réellement aux besoins fondamentaux de ces 2 petits. Comment pouvez-vous nous demander de les séparer de ces figures d'attachement au prix du prix de la fratrie? Et c'est réellement aussi quelque chose qui se pose, c'est-à-dire qu'on différencie le projet de la fratrie du projet individuel parce qu'à un moment donné, on répond aux besoins prioritaires, à l'intérêt supérieur de l'enfant. Et donc, du coup, il a fallu qu'on réfléchisse à comment on allait pouvoir maintenir ce lien, cette relation. Et les maisons d'accueil familial, aujourd'hui, développent des projets d'accueil fratrie où on permet à ces enfants de se réunir toutes les semaines ensemble, vivre de nouvelles expériences, vivre et se créer des souvenirs pour justement arriver à faire vivre cette fratrie, mais en respectant leurs besoins individuels. Alors, je vous rejoins sur le fait qu'on manque cruellement de dispositifs qui permettent de créer ça. C'est vrai que les MAF, on a la chance, et j'ai la chance d'ailleurs, de pouvoir porter ces projets-là avec mes équipes, parce que ce lien, il est réellement là. Il est par la permanence et la continuité qu'on apporte, par le rythme très spécifique des permanents qui au-delà du rythme qu'ils engagent, y engagent leur trip. Moi, je le dis comme ça, j'en parle souvent comme ça avec mes équipes, c'est que c'est des personnes qui sont vraiment engagées, qui donnent de ce qu'elles sont, qui permettent d'être dans quelque chose vraiment réellement de familial, de très spontané, et qui permettent à ces fratries de vivre ensemble, et qui permettent d'éprouver le lien ensemble, mais en respectant leur projet individuel.
Je donne encore l'exemple de cette petite fratrie qu'on a réunie avec ce bébé de 18 mois, au-delà de devoir apprendre à changer des couches, parce que c'était quand même la réalité des permanents lieux de vie, qui ont bien galéré d'ailleurs à apprendre à changer ses couches. C'était aussi permettre à ce frère et cette sœur qui ont été séparés et qui ne savaient pas ce qu'était réellement être frère et sœur, de pouvoir l'apprendre. Et les permanents disaient toujours, me demande ça veut dire quoi être grande sœur, et alors elle me demande si elle doit faire ça pour son petit frère. Et en fait leur quotidien il était rythmé de ça, il était rythmé d'expériences qui sont pour nous complètement banales, mais qui en fait reflètent réellement l'expérience de la fratrie, l'expérience du lien fraternel. Et c'est aussi comme ça qu'on permet au projet de la fratrie de vivre et d'exister au travers de ce lien unique et du projet individuel de l'enfant. Je suis tout à fait d'accord, mais il arrive aussi, au nom du projet, individualisation, on peut être individualisé dans un groupe ou dans un collectif ou dans un lieu de vie partagé. Je pense notamment à des grands ados qui, au nom d'une formation, ils partent en apprentissage, en internat. Ils pourraient le week-end être avec leurs frères et sœurs, sauf que c'est impossible, sauf dans le cadre d'une extension de famille d'accueil. Mais qui va aujourd'hui, dans le contexte actuel, garder une place pour un week-end ? Alors qu'on est à 110, 120% de taux d'occupation dans certains. Donc on voit bien quand même que aussi le projet individuel, au nom de l'individualisation, on a parfois, c'est un concept qui peut aussi se retourner. L'individualisation, on peut être tout à fait individualisé dans un collectif. Ça dépend de encore une fois, comment on définit le concept d'individualisation. Mais il y a plein d'exemples de situations aujourd'hui où on pourrait avoir des compromis, et je suis d'accord, qui ne peuvent pas être mis en œuvre parce que nous n'avons pas les infrastructures ou les moyens de le faire. Alors, moi, je parle au niveau national, forcément. Au niveau national, nous, on est très local. Vous avez vu. La question, effectivement, qu'on manque de moyens, et c'est pas en protection de l'enfance qu'on va amener le sujet, que tout va bien, parce que on est plutôt un secteur en crise, hein, comme vous aurez pu l'entendre par la voix des enfants notamment, mais des professionnels aussi. Quand on parle d'individualisation du projet, c'est-à-dire de ne pas conditionner le sort d'un enfant à celui de son frère ou de sa sœur. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas la relation et qu'on ne travaille pas le lien. Le lien s'entendant comme quelque chose on peut avoir on a parlé ce matin beaucoup, nous ça nous a beaucoup parlé, cette distinction entre le lien et la relation, parce que dans tous les cas, le lien c'est ce qui rattache. Ils sont nés frères et sœurs et ils le resteront à vie. Par contre, ils ne seront peut-être pas en relation parce qu'il y a eu des histoires entre eux, l'un peut être victime de l'autre, etc. Ils ne seront peut-être pas en relation. Par contre, ce qui nous appartient de faire, c'est de travailler pour chacun, de parler de l'histoire de celui qui n'est pas là et qu'on n'a pas le droit de voir. On parlait des DVH qui étaient conditionnés à des passages à l'acte, parce qu'il n'y a pas de droit directement entre frères et sœurs. Là, c'est l'autorité qui décide. En réalité, c'est des choses à organiser. Parler à chaque enfant de son rôle, de sa place, de son histoire dans la fratrie. Parler de ce frère qui a été auteur peut-être d'abus sexuels et expliquer tout cela plutôt que de nier et ne pas nommer les choses, c'est aider à construire, parce que dans notre logique sur les services qui ont été proposés là, présentés là, il y a une chose forte, c'est quand on est dans une logique de parcours, et il faut d'ores et déjà penser pour l'enfant d'aujourd'hui que peut-être que sous prétexte de le protéger, on ne va pas lui parler de ce frère et de cette histoire et de cette place, mais qu'est-ce qu'il en fera tout seul quand on ne sera plus là. Donc c'est aussi lutter contre nous. On a parlé d'idéologie ce matin, mais c'est comment on les prépare à l'avenir. Voilà. Et pour droits d'enfants, sur les services qui ont été présentés là, travailler sur la question des fratries, réunir ou séparer, peu importe, en tout cas ce lien ou cette relation, elle se travaille, elle s'accompagne pour mettre du sens, pour comprendre pourquoi on est placé, pourquoi on n'est pas avec son frère, ou pourquoi on est avec sa sœur, ou pourquoi pas. Cette question, c'est pour l'avenir. C'est peut-être permettre à ces enfants qui ne retrouveront jamais leurs parents de faire ressources ensemble. Voilà. Et ça, c'est cette cellule, cette fratrie vécue comme cellule ressource à part entière du système familial, c'est une ligne de force des services qui vous ont été présentés. Je me disais juste, alors je ne sais pas si je rebondis directement ou pas sur ce qui a été dit, sur ce qui fait la force d'une fratrie, ce qui fait qu'une fratrie est aussi une fratrie, c'est que je me disais, ils partagent au moins un parent ensemble, et alors de la fenêtre qui est la mienne,
à Capalesia, où on fait on fait des visites médiatisées, principalement avec des parents et les fratries. On voit aussi l'importance comment est-ce que la question du lien aux parents et la question des liens entre frères est enchevêtrée. Après tout, on est, comme on disait, on est frères et sœurs parce qu'on a ceux ou ces mêmes parents. Et aussi, je crois d'ailleurs, pour aller dans ce sens-là, je pensais tout à l'heure à l'exemple aussi de Madame Courret quand elle parlait de ces deux garçons qui n'ont pas la même moyenne et qui n'ont du coup pas la même place pour leur mère. Je me disais à un moment, le frère qui était valorisé et qui était bon à l'école a pu aussi à un moment avoir un mouvement qui a étonné tout le monde dans un moment où il était avec sa mère et son frère. Et que je me dis aussi que ces temps-là où les frères et sœurs partagent quelque chose avec la famille, c'est extrêmement important. Avec les parents, c'est extrêmement important pour que leur lien puisse se travailler, parce que je crois qu'il est vraiment beaucoup question de travailler le lien, même quand il y a une séparation physique. Et d'ailleurs, j'ai presque un contre-exemple, en tout cas une situation un peu inverse, où c'est une fratrie de 3 enfants. Donc nous, on ne fait que des visites médiatisées avec une jeune adolescente aujourd'hui, avec son père. Il y avait des rencontres, ça a toujours été séparé entre son père et sa mère, mais la mère ne vient plus aux rencontres depuis peut-être 2 ans. Bon, il y a la question de la pathologie mentale qui joue, mais bon, voilà, c'est un fait. Et puis, elle a 2 autres frères qui sont placés un peu à des coins différents de la France, et il n'y a pas de liens qui sont entretenus entre ces frères et sœurs-là. Et on voit comment il y a quelque chose de la famille même qui se délite pour cet enfant. Elle ne veut plus venir voir son père. Alors nous, on pousse à maintenir les visites médiatisées parce qu'on pense qu'il y a un réel intérêt à ce que ces liens puissent continuer, ne serait-ce que parce que voilà, on identifie que pour la construction de cette jeune adolescente, c'est quelque chose qui est important. Mais on a l'impression que cette question de la fratrie a été presque mise de côté ou pas pensée, et que finalement, c'est comme une sorte de, je sais pas comment dire, de ruissellement un peu négatif. C'est tous les liens familiaux qui s'en trouvent attaqués. Et il me semble que c'est là aussi quelque chose qui est important à prendre en compte quand on accompagne les fratries et les familles, de pouvoir aussi penser des temps tous ensemble. On avait eu aussi l'exemple d'une fratrie donc de 3 enfants pour lequel on avait imaginé de différencier les retours en famille. Et pour le cadet de cette fratrie 3, il était pour lui insupportable de voir son frère et sa sœur partir chacun leur tour chez leurs parents. Il se retrouvait dans des crises émotionnelles tellement fortes qu'il était difficile de pouvoir les contenir, jusqu'à ce qu'on puisse comprendre à quel point pour lui c'était insoutenable de les voir partir, et qu'il puisse à un moment donné s'autoriser à nous faire la demande: mais pourquoi moi je ne peux pas? Et à partir du moment où il a pu partir en hébergement avec son frère et sa sœur, même si c'était compliqué, même si c'était difficile pour lui de trouver sa place, en tout cas il l'avait trouvé. Il l'avait trouvé dans cette fratrie et dans ces liens qu'il pouvait avoir avec chacun de ses parents. Et c'est vrai qu'on se rend bien compte aussi, nous, dans les projets qu'on accompagne au quotidien, c'est de pouvoir aussi, à un moment donné, ne pas céder à la tentation, notamment sur ces visites médiatisées où les retours sont: oui, le 3e est à l'écart, il ne trouve pas sa place, c'est compliqué, il vaut mieux les séparer. Sous-entendu aussi, c'est plus facile pour le parent d'être en lien individuel avec un enfant que d'en avoir 5 en face. Et pour autant, la fratrie, elle, dit non, on veut
y aller ensemble et on veut rester ensemble parce que finalement, c'est moins difficile de pouvoir vivre les choses ensemble que de les vivre séparément. Donc c'est pour ça que je rejoins aussi ton idée, c'est de dire qu'à un moment donné, ces visites, même si elles sont difficiles pour chacun dans la place et le rôle, les responsabilités et ces conflits aussi de loyauté inconscients qui se jouent dans ces interactions, c'est important qu'ils puissent les vivre ensemble. Et puis aussi parce que ça peut bouger, et ça va bouger. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure de Morgane. C'est finalement le fait que à un moment, le grand frère, c'était difficile, et puis à un moment, il a été protecteur, et puis je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est sans cesse amené à bouger dans les fratries. Et ce que j'entendais aussi comme conclusion, c'était que finalement, dans ce témoignage, les visites médiatisées, finalement, c'était les audiences. Et on se dit, mais peut-être que quand il y a un espace qui est justement dédié à ce que quelque chose de ce lien puisse se travailler, ça peut changer les choses. Et d'ailleurs, ça me fait associer sur une situation clinique. Qui en plus, je crois que ça fait 8 ans qu'on accompagne cette fratrie-là. Quand les visites médiatisées ont commencé, c'était des frères qui avaient... là, ils sont à l'aube de la majorité, donc ils devaient avoir 8-10 ans. Et en fait, là, il y avait une telle violence fraternelle dans les visites médiatisées. D'ailleurs, au début, ils avaient été placés ensemble, je crois, à SOS Village d'Enfants, et puis assez vite, ils se sont retrouvés dans des familles d'accueil séparées. Et dans les visites médiatisées, il fallait s'interposer, il fallait s'intercaler entre eux pour pas qu'ils se fassent vraiment mal. Et puis, on s'est posé la question, est-ce qu'il faut séparer, est-ce qu'il faut que ses parents voient les enfants individuellement ou pas? Et puis on a tenu bon, et alors bon, c'est un accompagnement qui a été riche, beaucoup de choses se sont passées. Peut-être je peux arriver directement à la conclusion, c'est qu'aujourd'hui, à l'aube de leur majorité, ils ont une relation fraternelle extrêmement apaisée. Bon, il y a toujours de la rivalité et des choses qui se jouent, mais quand même, il y a quelque chose qui a été surmonté, et on voit aussi comment, à l'approche de la majorité et de la suite, ils peuvent penser à l'un, à l'autre, quand ils imaginent le futur. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui semble important. On a une notion qui a été légèrement abordée ce matin par la sociologue qui est intervenue sur la première table ronde, j'ai oublié le nom, excusez-moi. C'est cette notion de fraternité qui se crée finalement au sein même du collectif de plusieurs fratries qui vivent ensemble. C'est le vivre ensemble de ces fratries qui leur permet de finalement être en lien et d'expérimenter aussi et d'imiter aussi les rôles des uns et des autres dans les fratries. Ce que Morgane disait ce matin, qui était très touchant, c'est que ces autres frères et sœurs, ces vrais frères et sœurs, finalement, c'est ces anciens camarades enfants qui étaient confiés, comme lui, à la Fondation, et que finalement, et là c'était son regret, ces vrais frères, finalement, la relation, je ne sais pas s'il est encore là, il le dirait mieux que moi, mais finalement, il regrettait cette vraie relation avec ses frères et d'avoir traité cette question-là avec eux. Et pour le coup, cette dimension dans des petits collectifs comme on les connaît, ou dans certaines familles d'accueil aussi, de vivre ensemble, crée aussi et permet aux équipes éducatives d'appréhender un peu ces valeurs fraternelles, ce que c'est que d'être l'aîné d'une fratrie, mais c'est tout simplement pas forcément être aîné, mais c'est être responsable du plus petit, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui au-delà de la vraie fratrie biologique, viennent impacter fortement ces projets où on retrouve ces fratries réunies complètement ou pas, mais qui ont des répercussions importantes on pense toujours à l'avenir, voilà. Ça me renvoie à une situation qu'on a où ce sont une fratrie, donc c'est une fratrie de 4, 2 enfants sont placés, et
l'aînée, finalement, quand elle était au domicile, avait ce rôle de grande sœur. Elle avait ce rôle de grande sœur, voilà, elle s'en est pleinement emparée, jusqu'à aller dénoncer les violences du père au commissariat sur son petit frère et sur elle-même. Ça a donné lieu à un placement. Elle a été placée directement sur la MEX d'Aulnay en attendant l'ouverture de la MEX de Bobigny. Lorsque l'unité de Bobigny a ouvert, son petit frère a été placé dès le premier jour. Et on s'est dit, on va pouvoir justement recréer cette fratrie, ces relations qui, en tout cas, parce que nous on connaissait mieux l'aîné, voilà, c'était un fonctionnement qui était porteur pour elle, qui avait un côté valorisant et qui lui a permis, surtout sur les premiers mois, de valider son acte de dénonciation. Et puis, justement, quand elle a retrouvé son petit frère, lors de temps fratrie qu'on a organisé, elle est tombée de haut. Elle est tombée de haut parce que toutes les représentations qu'elle avait d'elle en tant que grande sœur, d'elle en tant que grande sœur protectrice, d'elle en tant que grande sœur prenant le risque d'aller au commissariat pour dénoncer les violences, tout ça pour protéger son petit frère, et bien son petit frère lui a reproché. Son petit frère lui a reproché parce que le reste de la famille, finalement, a catégorisé l'aînée comme celle qui a fait voler la famille en éclats. Et alors, leurs premiers temps fratrie ont été difficiles, puisque du coup, le plus jeune a fait rejaillir le sentiment de culpabilité chez l'aîné. Et l'aîné, du coup, s'est aussi retrouvé à douter de la pertinence d'avoir dénoncé ces violences. Ce qu'on travaille, du coup, aujourd'hui, c'est justement de pouvoir l'accompagner à redevenir grande sœur, à reprendre confiance dans ce qu'elle peut apporter à son petit frère, et pour son petit frère en même temps de pouvoir redonner du crédit à sa grande sœur. Alors bon, pour ce faire, on organise des temps très courts, très cadrés, avec un goûter, avec une partie de Uno, et finalement c'est l'occasion pour eux de repartager, de recréer quelque chose de l'ordre du côté fraternel, de se recréer des souvenirs ensemble. Claire-Marie parlait de souvenirs tout à l'heure. Voilà, c'est quelque chose du coup qu'on réaccompagne petit à petit, et à la fois ils peuvent partager ces moments-là. Et ça permet à chacune des équipes, sur chacune des unités, dans un second temps, de reprendre avec chacun des enfants en disant, tu vois, finalement, ton frère, ta sœur, vous avez partagé un bon moment ensemble. Finalement, est-ce que ça te renvoie à des souvenirs? Est-ce que ça te renvoie à des moments, à des partages vécus? Et petit à petit, on est en train de retravailler ce lien fraternel. Dans ce que tu dis, j'entends deux notions. J'entends la première qui est aussi celle liée à l'héritage familial, à savoir que on est aussi confronté à des enfants qui ont appris, enfin en tout cas dans le rôle de chaque parent, il y a un frère, une sœur, et l'expérience et l'héritage qu'eux-mêmes portent et qui se transmet aussi sur chaque enfant, et le poids que cet héritage peut avoir aussi sur leur place d'aîné, leur place de cadet, leur place de dernier, et sur la façon dont l'aîné peut aussi percevoir et porter le cadre, en tout cas les motifs ayant amené à la situation de placement. Moi, ça me fait écho à une de nos fratries où on a donc 3 enfants, où effectivement l'aîné, lui, dans sa place d'aîné, était en tout cas assez protégé des violences qu'il pouvait vivre
en étant de toute façon victime, puisqu'il y avait des violences conjugales. Et lorsque sa sœur cadette a dénoncé les violences qui avaient été exercées sur leur maman, mais aussi sur la petite sœur, la première réaction lorsque l'enquête pénale a été enclenchée de l'aîné, c'est de dire « mais elle dit des bêtises, Léa ». Et les éducateurs ont pu du coup rebondir là-dessus en disant « mais est-ce que c'est des bêtises ou est-ce que c'est parce que toi, tu ne l'as pas forcément vu ?» À partir du moment où les choses ont été dites, les choses ont été verbalisées, à partir du moment où l'enfant a pu, cet aîné qui portait ces lourds secrets, ce poids de culpabilité, cet héritage familial avec la place qu'il avait lui, à partir du moment où les choses ont pu être nommées, on a vu dans son évolution un petit garçon complètement différent, un petit garçon qui a pu vivre cette situation de placement, qui n'était plus dans une hypervigilance vis-à-vis de sa fratrie, qui vivait son lien à sa fratrie, qui vivait la relation à sa fratrie, mais qui restait en tout cas en capacité de pouvoir porter son histoire, mais de façon indépendante. Et du coup, ça leur a permis, c'est là où ça appelle à deuxième exemple que tu donnes, pour moi en tout cas, ça fait partir quand on parle de la réécriture. En tout cas, je pense que nos dispositifs aujourd'hui nous permettent de réécrire l'histoire future de leurs liens, de leur façon d'interagir, de leur façon de communiquer, et au-delà même, et ça je pense qu'on l'a beaucoup évoqué ce matin, et je pense qu'il faut pouvoir le redire parce que c'est la réalité de notre quotidien et c'est la réalité de nos dispositifs. Les enfants qu'on accueille et qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance en fratrie ou séparés vivent d'autres relations fraternelles. Et on parle bien de l'élection affective. Et moi, je donne cet exemple à chaque fois parce que c'est le plus courant. C'est 5 enfants qui vivent ensemble chaque jour, pour lequel une des fratries a des parents sourds et muets, sourds et malentendants, et qui parlent la langue des signes, et pour lequel on s'est effectivement battu pour avoir des cours de langue des signes, parce qu'en même temps, c'est aussi comme ça qu'on accompagne la relation parent-enfant, déjà en leur permettant d'avoir un minimum de modes de communication possible. Et bien, c'est les 5 qui font la langue des signes aujourd'hui. C'est les 5 qui partagent. Et ce 2 fratries différentes, et pourtant c'est les 5 qui font ces cours parce que les 5 ont envie de partager ce souvenir commun. Et ça amène des expériences très positives. Donc c'est quand on dit que la fratrie, elle est un lieu d'apprentissage dans le développement social, affectif, connectif. La fratrie, elle vient bien au-delà de ce lien fraternel. Elle vient aussi démontrer le poids et l'importance du quotidien partagé entre tous ces enfants confiés. Et ça doit faire partie, en tout cas, de nos évaluations. Et je suis d'accord, je ne sais plus qui en parlait ce matin, on doit en tenir compte davantage aujourd'hui dans notre évaluation, dans nos projets d'orientation, dans notre projet de maintien des liens. C'est la famille au sens large et pas seulement la famille germanique, si je puis dire. Oui, oui, sur cette question d'écriture, réécriture, moi, ça me fait penser à ce que je crois que c'était Madame Robin qui disait tout à l'heure que finalement, pour les enfants qui sont placés, la question du placement, ça se pose comme une énigme, et ça se pose comme une énigme un peu tout au long de leur parcours. Alors peut-être quand c'est une fratrie, c'est une énigme partagée. En tout cas, ce que ça me rappelle d'une certaine manière, c'est que alors même qu'on fait tout notre possible pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y a eu un placement, quels sont les motifs, il y a quelque chose qui, pour les enfants qu'on accompagne, reste énigmatique. Et je me dis que peut-être que à vouloir écrire cette histoire-là, à vouloir que l'histoire qui est écrite dans les écrits et dans les ordonnances puisse être celle des enfants, peut-être qu'on se heurte à quelque chose et que justement dans cette question de l'expérience, et en particulier l'expérience des liens, il y a peut-être une mémoire dans les liens, une mémoire qui ne peut pas se dire, qui ne peut pas s'écrire autrement qu'en étant vécue, qu'en étant revécue. Et alors, d'une part avec la famille, parents et frères et sœurs, dans des espaces, quand c'est exigé, dans des espaces bien circonscrits, qui sont attentifs à ce qui peut se jouer
entre eux, mais peut-être aussi justement dans des lieux d'accueil plus larges, où là aussi il y a l'expérience de quelque chose du fraternel, mais peut-être d'un fraternel qui est du côté des frères de cœur, aussi une expérience de ce que c'est que l'autre, de ce que sont que les règles, et que c'est finalement cette mémoire qui est dans les liens, qui peut, en déployant et en prenant soin de ces liens aussi bien de famille que dans l'accueil, se travailler puis se réécrire, finalement une écriture qui serait dans l'expérience plus que dans les écrits. Peut-être un dernier point sur la dynamique d'évaluation nécessaire, parce qu'on a vu la notion de fratrie, c'est tout un parcours, c'est une distribution des places et des rôles, avec des régulations peut-être à mener parfois. Pour cela, il faut évaluer et pas hésiter à réévaluer régulièrement et être dans une vraie dynamique d'évaluation. Et ça, c'est un peu le danger, mais peut-être au-delà des fratries, de nos services. On a une photographie de départ et puis peut-être que la petite musique derrière nous endort et on oublie, et l'enfant oublie pourquoi il est là. Et peut-être que parfois même, on ne se rappelle plus trop des motifs du placement. Et oui, il faut oser le dire. Là, on est parfois pris un peu dans notre quotidien, mais ce qui est important, c'est d'en être conscient. Cette question de l'évaluation et de pouvoir finalement se dire qu'une fratrie, c'est en rien figé, comme toute situation humaine finalement. Toutes ces situations qu'on accompagne en protection de l'enfance, on sait très bien qu'un parcours est loin d'être sinueux, est loin d'être linéaire, et qu'il va y avoir tout un tas d'actions à mener, tout un tas de choses sur lesquelles il faudra entendre, écouter ce que dit la famille, ce que dit l'enfant, et puis ajuster en permanence. C'est ce qui a été un peu évoqué là dans les pas de côté, qu'on nommait ainsi, sur oui, en principe, l'autorisation, la maison d'accueil familial, c'est 3 ans. Finalement, ouais, mais ça vaut le coup de réunir ces deux-là, et on prend le petit de 18 mois, quand bien même on a des permanents lieux de vie qui se demandent comment ils vont faire avec ces histoires de couches. Mais c'est essentiel de sans arrêt se poser la question. Et finalement, il n'y a que l'évaluation qui est le garde-fou de la question des idéaux, des idéologies dont on a parlé ce matin. Parce que, en se posant la question, en évaluant, en se reposant régulièrement les questions, on veille vraiment à l'intérêt des enfants, de l'enfant et des familles. Ça, c'est pour moi assez essentiel. Comment on fait ? Je pense que c'est aussi beaucoup au sein des services de permettre de bouger les lignes. On parlait de... oui, un enfant, un frère aîné de 17 ans peut aller passer la soirée d'anniversaire de sa petite sœur qui est dans l'autre unité. Ce sont des petites choses, mais c'est essentiel de voir comment ils ont besoin d'être ensemble, ou parfois d'être un peu séparés, ou parfois de plus du tout se voir. Mais l'évaluation, elle est dans le regard porté au quotidien par les équipes, et c'est un rôle essentiel de ceux qui sont en première ligne, d'avoir sans arrêt en arrière-pensée cette dynamique de comment ces enfants se vivent ensemble. Et ça, c'est pour moi vraiment l'axe fort, l'évaluation. Et peut-être aussi, je me disais, une évaluation qui peut aussi se laisser surprendre par l'imprévisible. Je pensais à une situation qu'on a à Capalesia, où c'est une jeune adolescente qui vient voir sa mère. Elle a un frère qui, lui, est au domicile. Il est resté au domicile, qui est pas beaucoup plus jeune qu'elle. C'est elle l'aînée. Et à chaque fois qu'elle vient voir sa mère, en tout cas à chaque fois qu'elle venait voir sa mère, elle était blessée. Elle était à vif. Et elle ne comprenait pas pourquoi sa mère n'avait pas entendu à quel point elle était en souffrance, par rapport aussi à la manière dont son père la traitait. Mais est-ce qu'elle était vraiment... Comment elle a pu passer à côté de tout ça ? Est-ce que vraiment... Comment elle a fait pour ne pas voir ? Et est-ce qu'elle a pris aussi en considération la place qu'elle avait pour ce petit frère-là, l'importance, le poids, le rôle, et elle était comme ça très, très blessée. À tel point que même à un moment, elle ne voulait plus voir sa mère.
et les visites pendant un temps se sont interrompues. Et puis à un moment, elles ont repris parce que voilà, peut-être qu'il y avait quelque chose qui était un peu plus possible. Et quand elle est revenue voir sa mère était enceinte et elle était presque à terme. Et elle a été extrêmement surprise de voir sa mère enceinte. Et alors, c'était intéressant parce que à la fois, elle était dans un mouvement à nouveau de revendication, mais comment j'ai pu ne pas le savoir? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je le sache pas? Et aussi une sorte quand même de curiosité par rapport à ce petit qui allait arriver. Elle posait des petites questions, mais quand même, oh là là, je vais être encore sereiné, ça va être encore du boulot. Enfin bon, mais on voit comment est-ce que l'arrivée de ce petit frère l'a projeté à nouveau dans quelque chose du lien familial. Et puis, c'était assez étonnant, mais à la fin de cette rencontre, après avoir déposé quelque chose de très paradoxal, c'est-à-dire, elle disait, je veux pas être sœur de ce petit garçon-là, mais par contre, il faut que tu me préviennes de quand tu accouches. Il y avait vraiment quelque chose comme ça. Et à la fin de cette rencontre, elle a enlacé sa mère, et c'était la première fois qu'elle avait ce mouvement-là. Et puis la fois d'après, quand le petit frère est né, bon, alors elle l'a regardé un peu du coin de l'œil, on sentait toute l'ambivalence, chère à Madame Courret aussi, toute cette question de l'ambivalence. Mais aussi, c'est comme si l'arrivée de ce petit frère-là, ça avait eu pour effet qu'on n'avait vraiment pas prévu, que le lien entre cette fille et cette mère, et puis cette famille, reprenne. Et là, aujourd'hui, les visites qui se déroulent maintenant, elles se déroulent de manière beaucoup plus apaisée. Et en y réfléchissant, moi, je pensais aussi à René Roussillon, un psychanalyste qui parle des différents types de paradoxes. Donc il y a les paradoxes toxiques, il y a les paradoxes voilà, qui enferment, de type, comment on appelle ça, double bind, des choses un peu... Et puis il y a aussi les paradoxes maturationnels, c'est-à-dire un peu ce dont Winnicott parle quand il parle de la capacité d'être seul en présence de l'autre, ce genre de choses. Et là, c'est comme si dans la visite, à travers cette question de la fratrie, il y avait quelque chose d'un paradoxe maturationnel qui était apparu, qui avait émergé et qui avait permis finalement à cette jeune-là de pouvoir refaire quelque chose créativement de sa famille. Si vous n'avez pas d'autres sujets à aborder, mesdames et messieurs les intervenants de la table ronde, est-ce qu'on peut passer aux questions? Alors, je balaye une première question. On a répondu à l'unanimité au sujet d'Abel et Caïn. On a tous pensé qu'il aurait fallu les séparer plus tôt, mais globalement, on est à l'écoute de vos questions. Vous avez des gens qui tiennent le micro, qui demandent qu'à se déplacer. Oui, une remarque qui plusieurs de vos interventions m'y ont fait penser, c'est il y a un auteur qu'on n'a pas cité le nom aujourd'hui, c'est Paul Ricoeur. Or, vous avez à plusieurs reprises parlé effectivement de l'importance du récit, d'écrire l'histoire. C'est tout à fait important ce travail de narratif qui est constitutif à la fois du sujet et de l'identité. Et alors la question, c'est, j'ai pensé en vous écoutant, c'est je pense que chacun doit construire sa propre histoire, sa propre narration de ce qui s'est passé, son récit. Et ce qui a un écart, me semble-t-il, quand même, qui doit exister entre le récit de chacun des enfants et puis le récit, s'il existe, du collectif de la fratrie. Il fut une époque que j'ai connue, je pense à des situations que j'ai eues quand j'étais pédopsychiatre, expert judiciaire, de voir à quel point parfois l'histoire de l'enfant, elle se résumait à son dossier. Et un dossier qui avait été copié, collé, etc., complètement vide justement de ce qui fait
le fond d'une histoire. Hein. C'était plus une histoire, c'était des morceaux d'histoire comme ça, des décousus. Et l'enfant, souvent, on faisait en écho, il ne connaissait rien de ce qui s'était passé, il ne pouvait rien en dire. Donc, et ce travail du narratif n'était insuffisamment fait par les éducateurs. Je crois que c'est tout à fait important. Et c'est souvent beaucoup plus important, ce travail au quotidien, de prendre le temps d'écrire cette histoire que de l'envoyer voir un psychologue parfois. Hein. Je parle à un psychologue, mais je crois que c'est vraiment tout à fait important. Voilà, c'était une remarque que je voulais faire. C'est l'importance du travail narratif, c'est essentiel. La deuxième chose, c'est une question que je souhaiterais poser. Je ne sais pas si elle est en écho à ce que disait Perrine Goulet ce matin quand elle parlait des enfants syriens. Je crois que vous avez accompagné des fratries dans de Syrie, je le sais. Bon, et ça a été parfois difficile. Est-ce que vous pouvez en dire quelque chose ou est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire par rapport à cette situation que vous avez vécue? Alors, effectivement, on s'était positionné dans l'accueil d'enfants de retour de zone, avec pas mal d'accueil, et puis certainement une bonne dose de non-connaissance totale de ce à quoi on serait confronté. Évidemment, et là on est toujours sur nos représentations et nos projections, impossible d'imaginer, je pense notamment à une fratrie qui parlera au chef des services qui est là, voilà, dont les enfants, les parents étaient décédés tous les deux, la sœur aînée s'occupait de ses frères sur le camp depuis plusieurs années, avait vu ces deux, au moins, j'ai plus la mémoire, mais au moins un ou deux tout petits bébés mourir dans les bras de sa mère avant qu'elle-même meure. Et finalement, elle a géré dans ce qu'on a connu ensuite. On a appris ensuite, effectivement, toute la violence terrible, tout ce qui pouvait se passer dans ces camps. Et donc, évidemment, que pour tout le monde, à ce moment-là, quand on les a accueillis, c'était forcément ensemble. Et c'était finalement... on ne pouvait pas les séparer après ce qu'ils avaient vécu. Ils devaient forcément être ensemble. À l'épreuve du réel, ça a été une autre histoire. Il y a la chef de service de l'aide sociale à l'enfance qui travaille avec nous sur cette histoire, sur cette situation. En réalité, ce qui s'est développé, c'est un peu comme la situation qu'évoquait Thibault, c'est que cette fratrie, à être ensemble, c'est qu'une hypothèse, on n'a pas de certitude là-dessus, finalement a développé quelque chose de l'ordre du système clanique, de ce qu'ils ont connu dans le camp, à devoir se protéger de la violence en étant violents eux-mêmes. Ils étaient ensemble et finalement la guerre entre guillemets continuait, et pour le coup là peut-être par rapport à l'équipe, par rapport à nous, par rapport à l'institution, avec une colère terrible en eux, et finalement leur fonctionnement en fratrie était tout le temps teinté de violence, de moments où les équipes n'arrivaient pas à anticiper dans ces moments, les étapes en fait qui allaient précéder le moment de crise, et ils étaient extrêmement liés tout en réclamant finalement l'indépendance. La sœur aînée, longtemps, même si elle était l'aînée, longtemps un peu sous le regard du frère, parce que lui avait le droit de faire des choses là-bas et pas elle, a pris un rôle, son rôle de leader, tout en de cette fratrie-là, tout en demandant à être éloignés parfois. Donc on a pu mettre en place à un moment donné, ils étaient sur l'accueil d'urgence, des moments en famille d'accueil pour qu'elle puisse respirer, dans des moments où elle avait aussi des idées très sombres, hein, et ça lui faisait un bien fou. Et à ce moment-là, la fratrie, quand même, globalement, s'apaisait. Voilà. Et on n'a pas de solution à cette histoire-là, parce que je pense qu'on n'a pas assez d'expérience et de recul sur la prise en charge des enfants qui ont vécu la guerre dans ces conditions qu'ils ont connues. Mais c'est une vraie question. Moi, j'ai encore, on partage beaucoup, parce qu'on a encore quelques fratries dites de retour de zone. C'est une vraie question. C'est est-ce que, au fond, parce qu'on a un phénomène de répétition sur une autre fratrie, alors moins violente, mais on se dit, est-ce que finalement, il faut les laisser ensemble? Qu'est-ce qu'on a à part satisfaire nos propres projections quand on voit le résultat entre eux?
et une espèce d'incapacité de vivre pour eux individuellement, sans se détacher de cette fratrie, et aussi beaucoup de jalousie sur cette deuxième fratrie. On n'a pas de réponse à ça, on réfléchit encore beaucoup, mais en tout cas, cette notion de fratrie-là, elle est appréhendée sur quelque chose de l'ordre du clan, en fait, de la bulle de protection qu'ils ont dû qu'ils ont dû former ensemble, sans pour autant, mais qui était juste, enfin, qui était pas forcément, peut-être, je dirais aujourd'hui, dans le lien affectif qu'ils avaient ensemble, mais plutôt se protéger contre. Voilà. Et après, moi, je n'ai pas toutes les explications à ça, hein, je peux faire que des hypothèses. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet qui nous questionne encore beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas de toute façon. Si tu vois quelque chose, tu me dis. Merci. Je vais me permettre de rebondir sur ce que vous venez de dire sur les mineurs de retour de zone, parce que dans le département où je travaille, on a eu 2 fratries de 4. On a exactement le même système, les mêmes questions. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'hommes de fonctionnement sur ces mineurs-là, mais on est exactement dans les mêmes chemins de pensée où, dans notre volonté de les accueillir ensemble, dans l'état d'esprit de la loi, on s'est dit on n'a pas d'éléments là, au retour, de ne pas leur permettre de vivre ensemble. Et ces enfants ont vécu un enfer entre eux et un enfer vis-à-vis des autres, avec une obligation d'être dans un clan, d'être en protection vis-à-vis des autres enfants qui étaient considérés comme les assaillants, en tout cas pour eux, avec un système où ils se nourrissaient dans la violence en permanence, et où, à partir du moment où, pour des raisons, je dirais, de sécurité pour les autres enfants, on les a fait faire des sas à côté, ça a été le seul moment où ils se sont permis de dire qu'ils voulaient vivre autre chose. Par contre, dès qu'ils revenaient sur le lieu où ils vivaient ensemble, ils niaient avoir dit ça. C'était impossible pour eux. Et c'est vrai que je trouve dommage que dans les départements, parce que c'est aussi dans la protection de l'enfance une nouvelle thématique, on a tous vécu ça avec nous aussi, un choc. Enfin, on n'avait pas de repères, on ne savait pas comment les prendre en charge, on devrait échanger sur ça pour pouvoir justement éviter peut-être à d'autres enfants de vivre ou subir quelque chose dont on commence à avoir une petite expérience. S'il n'y a pas d'autres questions, il ne faut pas que je me fie trop à ma vue, donc vous n'en voyez pas d'autres. Alors, je n'ai pas une expérience. Donc voilà, on a essayé de faire part un peu de nos expériences de terrain et de tout ce qu'on pouvait développer en termes d'adaptabilité à un sujet complexe, empreint un peu de beaucoup de représentations, comme en témoigne le cadre légal, hein, où il faut absolument réunir, sans d'ailleurs se poser la question si c'est possible, mais c'est pas grave, de toute façon rien n'est sanctionnable. La question, elle est aussi dans les représentations des équipes, donc ça c'est aussi l'accompagnement que les cadres ont à faire pour mener à bien cette question de l'accompagnement des fratries sans être dans une trop grande subjectivité. Voilà, ça a été, c'est quelque chose qui reste au travail sur les services de droits d'enfance. On a des projets structurants qu'il va falloir encore aménager. Les maisons d'accueil familial dont on parlait là sont presque expérimentaux depuis 2 ans, donc on continue à apprendre avec ces fratries au sein de nos structures.